Bonjour tout le monde, merci d'être venu sur notre webinaire. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est d'actualité et c'est rachat VMware par Broadcom et migration et toutes les solutions qu'on pourrait mettre en place comme des alternatives. Le webinaire aujourd'hui, ça va se dérouler en trois étapes. Au premier, on va parler un peu d'Agora. Après, on va partir en vif des sujets et en troisième temps, on va démarrer un quiz. Et les gagnants, il va gagner Lego. Ah, donc il faut rester jusqu'à la fin pour avoir le Lego. Oui. Le webinaire d'aujourd'hui, il va être animé par mon collègue Arthur, qui est expert Kubernetes, et par moi, je suis ingénieur d'affaires et je vais animer la discussion. Nous allons vous raconter au travers d'une petite histoire comment Agora souhaite revisiter sa solution d'hyperviseur par son cloud public. Commençons notre histoire en vous présentant rapidement Agora. Aujourd'hui, Agora, c'est un hébergeur cloud qui est basé à Lyon et Strasbourg, avec 10 ans d'existence et avec 5 data centers qui sont basés en France, à Strasbourg, Lyon et Paris. Et aujourd'hui, on est autour de 30 collaborateurs et on a deux certificats qui sont importants, ISO 27001 et HDS. Aujourd'hui, nos missions, ça s'axe sur les trois grands piliers. Le premier pilier, c'est construction des plateformes d'hébergement certifiées ISO et HDS, avec la présentation des builds et l'accompagnement RAN, avec une spécialisation autour de cloud. On va justement en parler après. Et deuxième pilier, c'est fourniture des services de cloud public, cloud mutualisé, qui inclut calcul, qui inclut stockage, réseau et toutes les commodités comme des certifications des DNS. Et troisième et dernier pilier, l'approche cloud native avec de facility management et de l'hébergement qui inclut l'offre data center, qui inclut interconnexion et bien tous les matériels et interconnexions adaptés. Toutes nos missions sont axées sur nos trois services. Premier service, c'est IaaS, ça veut dire pour créer des machines virtuelles. Deuxième service, c'est PaaS pour Kubernetes. Et troisième service, c'est SaaS, fourniture des services. Ici, on a cité quelques gros clients. Et d'ailleurs, il y a pas mal de clients qui sont avec nous dans la salle. Et du coup, on lui dit bonjour. Bonjour. Démarrons notre histoire en plantant les décors. Arthur, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la virtualisation exactement? Alors oui, petite définition de ce que c'est la virtualisation, étant donné que ça va être le thème d'aujourd'hui. La virtualisation, c'est très simple, c'est une technologie qui permet de découper du matériel physique, donc des serveurs, en instances virtuelles, qu'on appelle machines virtuelles ou VM, pour dédier de la puissance qui est nécessaire en fait à chaque client. Donc chaque VM aura son compute, son storage et sa RAM. Et le but, c'est de maximiser l'usage de nos ressources. Et qu'est-ce qu'on fait la virtualisation chez Agora? Avec quels outils? Alors, chez Agora, on utilise VMware comme hyperviseur. Donc, l'hyperviseur, c'est la solution qui permet de faire la virtualisation. Euh, VMware, c'est l'un des plus gros hyperviseurs du marché aujourd'hui et c'est une solution qui est éditeur. Une solution éditeur, ça veut dire que c'est une solution où on va avoir un système de licence. On paye VMware pour utiliser les fonctionnalités de VMware et créer les VM pour nos clients. On a deux modes de vente de notre VMware à nos clients. Déjà, on le vend en tant que solution éditeur avec le nom écrit dessus. Donc, on vend du VMware. Nos clients sont intéressés par du VMware, donc on leur donne du VMware. Et on a une deuxième capacité, c'est de le vendre, mais plutôt en mode marque blanche. C'est-à-dire que VMware, on va l'utiliser comme une plateforme pour créer des VM. Je pense par exemple à nos Kubernetes. On va avoir des VM sous nos Kubernetes. Les clients achètent du Kubernetes, mais ça utilise des VM qui sont sur VMware. Dans ce mode-là, les clients s'en fichent un peu de savoir si c'est du VMware ou autre chose. Dans toutes les bonnes histoires, il y a un élément perturbateur. Lequel est-il chez Agora? Alors, l'élément perturbateur chez Agora, il est simple, c'est le rachat de VMware par Broadcom.
Donc la volonté de ce rachat, elle a été faite en mai 2022. Entre-temps, il y a eu tout un tas de négociations et l'annonce finale du rachat s'est fait en fin 2023. Donc là, les gens du secteur, dans l'hébergement qui utilisent du VMware, ils s'attendent à une très grande montée des prix des licences de VMware. Pourquoi? Parce que Broadcom, est connu pour son modèle qui consiste à racheter des entreprises et à essayer de maximiser les profits en privilégiant les gros clients de l'entreprise et en éliminant les petits qui les «gênent» entre guillemets. Et pour ce faire, ils augmentent drastiquement les prix des licences de façon à avoir des coûts qui sont vraiment prohibitifs et qui donc obligent à trouver des solutions alternatives ou à payer. Et donc ce qui devait arriver, arriva puisqu'on voit aujourd'hui à travers le secteur des augmentations qui peuvent aller de 100, 200, 300 et plus que ça sur les licences, VMware suivant la taille du client et on a ces problématiques-là aussi chez Agora. On a des augmentations énormes sur les prix des licences, mais à ce stade, c'est encore flou, de savoir exactement combien on va avoir. Ok, du coup, après tout ce que tu me dis, c'est le moment pour Agora pour revoir son modèle et prévoir une sortie de VMware. Alors, oui et non. VMware, on compte toujours l'utiliser sur la partie cloud privé. On a des clients qui veulent du VMware parce que c'est une offre intéressante qui fonctionne bien, mais sur notre partie, par contre, cloud public, on va juste provisionner de la VM à nos clients ou utiliser des VM pour, par exemple, nos Kubernetes. On n'a pas d'intérêt particulier à mettre la marque VMware en avant tant que les fonctionnalités qui sont à la disposition du client sont identiques ou meilleures. Donc, dans ce cadre-là, on va garder du VMware sur du cloud privé, mais sur le cloud public, c'est là qu'on est en recherche d'alternatives. Donc, on se posait déjà la question sur nos dépendances par rapport à des solutions éditeurs depuis plus d'un an. Mais ce rachat, il a vraiment accéléré nos recherches sur des alternatives. Et donc, commencer les péripéties. Effectivement, c'est là que Agora décide de démarrer un chantier pour trouver des alternatives à VMware, spécifiquement donc sur notre partie cloud public. On compte toujours utiliser du VMware en mode vente directe à nos clients qui sont intéressés par la marque. Justement, quel est le cahier de charge pour ce chantier? Alors le cahier des charges pour ce chantier, il est plutôt simple et un peu utopique aussi. Déjà, le premier élément, c'est que si on peut avoir quelque chose qui fait mieux que VMware et pour moins cher, on est preneur. Et si c'est pas une solution éditeur, c'est évidemment beaucoup mieux. Il faut pas que ce soit une solution éditeur pour qu'on se retrouve pas dans les mêmes problématiques que ce qu'on a, avec VMware qui donc peut dicter les prix qu'on doit imposer à nos clients et idéalement, c'est aussi une solution open source. Chez Agora, on aime beaucoup l'open source. On a envie que ce soit une solution open source. Et le troisième pilier qui est très important, c'est que l'infrastructure qu'on va monter avec cette solution d'hypervision, il faut qu'elle soit extrêmement automatisée. On a un grand besoin d'automatisation chez Agora et ça, c'est vraiment, un facteur important. Et du coup, est-ce qu'il existe des solutions alternatives pour VMware? Et si oui, ce sont lesquelles? Alors des solutions alternatives, il y en a beaucoup. Je vais en citer 4, mais c'est pas exhaustif. Déjà, on a Nutanix qui est pour le coup une solution éditeur, mais qui se substitue très bien pour VMware. On a XCP NG, Proxmox ou OpenStack qui, là, sont des solutions open source du marché. Et quelle solution Agora elle a choisi? Et bah, il se trouve que nous avons choisi aucune de ces 4 solutions-là. En fait, pour nous, la princesse, elle est dans un autre château. Et quels sont les critères pourquoi cette solution n'était pas choisie? Alors si je commence, par Nutanix, c'est un très bon choix pour remplacer VMware. Par contre, c'est pas open source et on va être soumis aux mêmes problématiques que VMware potentiellement, étant donné que c'est une solution qui est éditeur. Aujourd'hui, Nutanix est une solution qui nous intéresse beaucoup sur la partie cloud privé et on a une offre pour nos clients de Nutanix, de la même façon qu'on a une offre VMware, mais sur la partie cloud public, on n'a pas d'intérêt spécifique à utiliser cette plateforme-là pour substituer VMware. Sinon, on a 3 autres offres, qui sont open source et qui sont beaucoup utilisées sur le marché, mais on n'en a choisi aucune d'elles. Pourquoi? Parce que nous, on a un critère, c'est la capacité à facilement automatiser ces solutions-là. Et pourquoi l'automatisation est aussi importante? Alors, chez nous, on a 3 niveaux d'automatisation qu'on définit. Nous, on souhaite créer un cloud public et qui répond à tous nos usages principaux. Donc il faut qu'il soit vraiment automatisé pour qu'on puisse rapidement développer des offres dessus et qu'on ne perde pas du temps à faire des actions manuelles. Donc nous, on définit 3 niveaux principaux d'automatisation. On a le niveau 0 où il n'y a aucune automatisation, on fait tout à la main. Partiel, où on va avoir des automates qui nous aident à faire les choses, mais les actions seront quand même lancées par des humains.
Et on a l'automatisation complète, où là, on est dans un schéma où le client, il peut venir poser sa carte bleue sur un panel, commander ses ressources, tout est automatiquement provisionné et il n'y a aucune intervention humaine à aucune étape de la chaîne. Comment ça se passe, l'automatisation chez Agora? Alors, l'automatisation chez Agora, elle est principalement aujourd'hui basée sur la philosophie du GitOps. Le principe du GitOps, c'est que vous allez définir avec des fichiers déclaratifs ce à quoi vous voulez avoir dans votre infrastructure. Vous définissez votre infrastructure dans des fichiers, vous la mettez dans des Gits, et vous avez des automates qui vont lire le contenu de ces Gits-là pour aller récupérer ces états-là et synchroniser votre infrastructure en conséquence. C'est très pratique. Aujourd'hui, on réalise la plupart de nos déploiements en GitOps, surtout sur la partie Kubernetes. Quand un client nous demande des applicatifs, on va aller mettre des fichiers dans un Git qui décrivent ce que le client nous demande et des automates vont s'occuper de récupérer ça pour aller synchroniser l'infrastructure et faire en sorte de réaliser les actions. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut mettre des automates qui viennent utiliser eux-mêmes le GitOps en interagissant avec ces Gits de façon à chaîner nos différentes briques d'automatisation. Aujourd'hui, quand on provisionne des clusters Kubernetes, par exemple, on écrit des fichiers où on dit « je veux un cluster Kubernetes qui fait cette taille-là ». Et on va avoir des séries d'automates qui vont utiliser différents Gits pour lancer des actions sur nos infrastructures, provisionner les VM, le réseau, le stockage, et provisionner le cluster Kubernetes en lui-même. On a aussi la supervision chez nous qui est entièrement dans du Git. On va aller définir dans du Git le fait qu'on veut superviser tel ou tel client, quelle partie de son infrastructure il faut qu'on monitore, et tout est géré entièrement en GitOps de bout en bout. Ici, on commence à parler beaucoup des Kubernetes. Quel rôle il a chez Agora? Alors Kubernetes aujourd'hui chez nous il a une place centrale, c'est le moteur de notre automatisation. Donc dans l'environnement aujourd'hui du cloud, Kubernetes s'impose comme l'OS du cloud. C'est la plateforme que vous pouvez mettre n'importe où et ensuite vous pouvez mettre n'importe quoi dessus très facilement. Ça s'automatise très bien parce que Kubernetes, en fait, n'est ni plus ni moins qu'une grosse API. Donc on l'utilise comme notre plateforme de base aujourd'hui chez Agora. Et c'est tellement simple d'automatiser sur du Kubernetes que la plupart de notre activité d'automatisation, elle est vraiment là-dessus aujourd'hui. C'est là que tu me dis que vous avez choisi Kubernetes pour la virtualisation chez Agora aussi? Et ben, il se trouve que oui, on a choisi d'opter pour faire de la virtualisation sur du Kubernetes parce qu'aujourd'hui, Kubernetes, c'est un choix qui pour nous est naturel pour toutes les raisons que j'ai citées précédemment en fait. Donc, Kubernetes, il faut savoir que c'est le plus gros projet open source après Linux en termes de taille de communauté. Et on peut tout faire dessus en fait. Alors on se dit, mais pourquoi pas de la virtualisation? C'est l'occasion pour nous d'harmoniser notre SI et de créer notre cloud open source par-dessus. Donc on va utiliser pour ça une technologie qui s'appelle KubeVirt. Déjà, je veux vous dire ce que KubeVirt n'est pas. KubeVirt, c'est pas une solution éditeur. Et KubeVirt, c'est pas du tout une solution qui est commune. On trouve très peu de gens qui font de l'hypervision sur du KubeVirt. Par contre, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est open source. C'est un produit qui a été développé par Red Hat, mais qui est open source, comme beaucoup de choses que fait Red Hat. C'est basé entièrement sur du Kubernetes, donc ça va utiliser Kubernetes pour faire l'orchestration de la virtualisation. Et c'est pour nous très facilement intégrable à la stack existante qu'on a d'automatisation qui tourne déjà dans du Kubernetes. Donc c'est facilement intégrable à notre GitOps et à nos méthodes de déploiement, à notre supervision aussi. Donc si aujourd'hui, je vais commencer à utiliser du Kubernetes pour créer de la VM à travers du GitOps, là où avant, je faisais des déploiements de conteneurs dans des fichiers que je mettais dans du Git, là, je vais écrire dans des fichiers que je veux des VM. C'est globalement la même chose pour nous. Donc, ça ne change pas trop nos habitudes de travail. Concernant notre supervision, ce qui est très bien aussi, on a une supervision chez nous qui est basée principalement sur du Prometheus. Pourquoi? Dans Kubernetes, l'intégration Prometheus, elle est vraiment native. Quand vous commencez à mettre des composants à l'intérieur d'un cluster Kubernetes, vous pouvez très facilement remonter tout son état de santé à l'intérieur d'un Prometheus. Aujourd'hui, on sait le faire sur des clusters Kubernetes. Automatiquement, ils sont entièrement supervisés. On a tout plein d'alertes dessus. On est capable d'avoir toutes sortes de métriques. Et ben on se dit, si on met de la VM dedans, est-ce qu'on n'aurait pas exactement la même chose? Si je mets une VM à la place d'un conteneur, est-ce que d'un coup, j'ai pas aussi toutes les métriques qui sont remontées de cette VM-là? Et il se trouve que oui. Donc c'est très intégrable à notre supervision. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à écrire des fichiers dans lesquels on va aller vraiment décrire
l'architecture de la plateforme que le client il nous commande. Donc on va mettre ses VM dedans, on va mettre ses configurations de stockage, on va mettre ses configurations réseau. S'il a des règles de firewall, on va les mettre dedans. Tout ça, ça va être géré par la stack d'Hypervision qui est donc sur du Kubernetes. Et vu qu'on sait déjà automatiser du Kubernetes, on sait déjà automatiser l'hyperviseur sans avoir à faire un travail particulier. Donc pour nous, c'est d'une pierre deux coups. Et on a la supervision qui remonte automatiquement. Donc si demain j'ai envie par exemple d'avoir du paiement à la minute sur une VM pour que les clients payent uniquement à l'usage, aujourd'hui je sais le faire sur du conteneur. Du conteneur, ça tourne dans du Kubernetes. Si maintenant mes VM tournent dans du Kubernetes, j'ai aussi ça pour mes VM. Donc j'ai, sans faire d'effort particulier, déjà toutes les métriques qui vont me permettre de faire de la facturation automatisée pour mes clients. Donc comment ça marche exactement? KubeVirt, c'est ni plus ni moins qu'un espèce de plugin qu'on va mettre sur notre Kubernetes et qui va permettre d'étendre l'API de base de Kubernetes pour, au lieu de provisionner des conteneurs, qui est ce que fait un Kubernetes classique, je vais provisionner des VM. Le but initial de KubeVirt, tel qu'il a été conçu par Red Hat, c'était en fait d'harmoniser les déploiements de VM et de conteneurs en parallèle, parce qu'il y a encore beaucoup d'entreprises où tout n'est pas conteneurisé, il y a toujours des VM. Donc, si j'ai envie d'avoir un programme qui tourne et sur de la VM et sur du conteneur, comment je fais? Chez Red Hat, ils ont conçu KubeVirt pour pouvoir déployer de la VM sur du Kubernetes et déployer toujours des conteneurs sur du Kubernetes, mais vu qu'ils sont sur le même Kubernetes, ils peuvent se parler. Ok. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est un peu détourner cet usage-là. On veut en fait vraiment faire que de la VM sur du Kubernetes, de façon à remplacer en fait VMware sur notre partie cloud public. Donc c'est utilisé par des acteurs du secteur comme Red Hat sur la partie OpenShift. Et il y a aussi une autre solution qui existe qui mérite d'être notée, qui s'appelle Harvester, qui est un produit de SUSE. Ça utilise du KubeVirt sous le capot. Par contre, KubeVirt est complètement masqué. Donc on a complètement retiré la partie Kubernetes des yeux des administrateurs du système d'hypervision. Et pourquoi pas utiliser Harvester? Bah justement, parce que nous, on a des très forts besoins en automatisation. Il faut qu'on automatise, donc il faut qu'on soit capable de gérer toutes les couches de la stack. Quand on commence à utiliser des solutions comme Harvester, ça ressemble un peu à du Proxmox. C'est très plug and play, c'est très joli, ça s'utilise très bien, ça fonctionne très bien. C'est sur une base Kubernetes, du Linux en dessous du KVM, par-dessus encore un KubeVirt, mais après j'ai un beau panel de contrôle, mais je vois plus vraiment le Kubernetes qui est en dessous. Alors que nous, on a cette intégration très forte avec du Kubernetes et on veut la garder. Donc, des solutions comme Harvester, nous, sur le plan je veux automatiser pour avoir un vrai cloud public, ça nous intéresse moins. Donc, des autres utilisent KubeVirt pour remplacer VMware, par exemple. Alors, oui, mais pas tellement. Il y a des gens qui parlent d'en faire, ils utilisent KubeVirt vraiment pour avoir de la VM à côté de conteneurs, mais pas pour remplacer complètement une solution comme VMware. On a eu des retours de la KubeCon Chicago, de la KubeCon Paris récemment. On a parlé avec pas mal de personnes. KubeVirt, c'est un nom qui revient quand on évoque VMware et les soucis qu'on a avec, mais c'est pas un nom qui revient avec une démarche très sérieuse derrière. C'est oui, ça existe, ça permet de faire de l'hypervision, mais personne ne fait ça. C'est pas un produit qui, à ce stade, est beaucoup utilisé pour ça. Et où se place KubeVirt dans l'automatisation chez Agora? Alors chez Agora, pour nous, KubeVirt, on veut le placer entre l'automatisation complète, niveau 2, et l'automatisation partielle. Pourquoi? L'automatisation complète, ça va être quand on va vouloir avoir un vrai panel client, où le client met sa carte, commande ses ressources, par exemple ses VM, il va gérer son réseau, il va gérer son stockage, il appuie sur payer dans son panier, et tout se provisionne. Ça, c'est l'automatisation. On a envie de l'avoir sur certaines parties chez Agora parce qu'on a des clients qui ont des autonomies qui leur permettent d'aller gérer leurs ressources eux-mêmes et qui ont envie de provisionner rapidement sans passer par nous. Par contre, on veut aussi de l'automatisation partielle parce qu'on va avoir des actions, il faut qu'elles soient lancées par des humains. On a des projets qui des fois sont très complexes, avec des très fortes intégrations avec nos clients, qui ont des cahiers des charges bien précis. Nous, il faut qu'on ait des chefs de projet en face qui répondent aux besoins en analysant vraiment le besoin et en regardant ce qu'on peut faire avec les ressources d'Agora pour répondre à ces besoins-là. Dans ce cadre-là, on va avoir besoin que les chefs de projet utilisent l'automatisation pour aller évidemment plus vite. Ils vont provisionner leur VM sur du Kubernetes. Par contre, ils vont avoir beaucoup de retouches à faire. Ils vont faire beaucoup d'adaptations. Donc là, on va être dans un mode un peu plus lent
où il y a la place à l'humain. Je vais un peu décrire techniquement comment fonctionne KubeVirt. KubeVirt, ça fonctionne donc sur du Kubernetes. Kubernetes, ça marche comment? J'ai des machines qu'on appelle des workers, qui forment un cluster, et des machines master qui s'occupent d'administrer ce cluster-là. Par défaut, moi, je vais juste aller provisionner quoi dedans? Je vais provisionner du conteneur. C'est le classique avec Kubernetes. Moi, je vais aller rajouter un composant qui s'appelle KubeVirt, et ce composant-là, qu'est-ce qu'il va faire? À chaque fois que je vais aller lui demander de provisionner une nouvelle VM, il va demander à mon orchestrateur, qui est Kubernetes, d'aller créer ces VM sur les Linux qui sont en dessous. Pour faire ça, il va en fait aller provisionner un conteneur qui, lui, va aller parler au nœud qui est en dessous. Il va parler à un composant qui s'appelle KVM, qui est le composant utilisé par KubeVirt pour réellement créer les VM sur les machines. Et ce conteneur-là va donc aller demander à KVM de créer la nouvelle VM. Et ensuite, j'ai une VM qui est liée à un conteneur qui est sur mon Kubernetes. Ce qui fait que techniquement, j'ai pas complètement reprogrammé mon Kubernetes pour ne plus faire du conteneur, mais à la place faire de la VM. Je vais continuer à faire du conteneur, parce que c'est ce que sait faire Kubernetes, mais ces conteneurs-là vont aller se charger de créer les VM eux. Voilà comment ça fonctionne. Ce qui est très intéressant dans ce modèle-là, c'est qu'on conserve toutes les fonctionnalités de base de Kubernetes qui, en soi, nous intéressent énormément dans un hyperviseur. Je prends l'exemple de ce qu'on appelle la CNI dans Kubernetes, qui est ce qui gère le réseau. Dans Kubernetes, on a différentes CNI qu'on peut plugger ou pas, donc on peut choisir la CNI qu'on veut pour connecter nos conteneurs entre eux. Bah moi, je vais probablement vouloir connecter des VM entre eux. J'ai des clients qui vont avoir des subnets pour parler avec leur VM. Et bah, je peux utiliser exactement la même CNI que celle que j'utilise pour des conteneurs, mais pour mes VM. Ce qui fait que j'ai quasiment aucun travail de réflexion à faire sur la partie réseau, parce que c'est quelque chose que je fais déjà si je fais du Kubernetes. Donc c'est vraiment quelque chose qui va me permettre d'aller beaucoup plus vite. C'est pareil sur la partie stockage. Il y a les CSI qui existent, qui permettent d'utiliser différentes solutions de stockage. Si j'ai envie de faire du NFS, je fais du NFS. Si je veux faire du bloc, je fais du bloc. Ça, c'est pour mes conteneurs. Mais si je le donne à mes VM, c'est pareil. Je peux mettre la CSI que je veux pour faire le stockage que je veux. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que nous, on a beaucoup d'ingénieurs chez Agora qui comprennent vraiment bien Kubernetes. C'est des experts. Par contre, ils ne sont pas experts sur la partie VMware. Ils utilisent VMware en tant que client, mais ils ne sont pas administrateurs de VMware. Donc, ils ne rentrent pas dedans. Ils ne savent pas exactement comment fonctionnent les composants. Si demain, on commence à faire de l'hypervision dans du Kubernetes, bah, en fait, ils vont très rapidement devenir experts aussi de l'hypervision, parce que s'ils savent déjà faire du Kubernetes, la transcription, elle est quasiment 1-1 pour arriver à faire de la VM dessus. Donc, ils vont devenir experts de l'hypervision en même temps. Donc, c'est très intéressant parce que ça réduit aussi le nombre de plateformes différentes qu'on a pour baser nos déploiements dessus. Donc, on avait du VMware et maintenant, on aura principalement du Kubernetes, parce que on a du Kubernetes qui tourne sur du VMware. Maintenant, on va pouvoir faire du Kubernetes qui tourne sur du Kubernetes aussi. Si j'ai envie de déployer un cluster Kubernetes, je peux faire de la VM sur mon cluster Kubernetes qui lui-même va héberger du cluster Kubernetes. Donc, c'est une simplification de toutes nos tasks. C'est super intéressant tout ce que tu viens de dire. Est-ce que tu pourrais me dire, c'est quoi la vision d'Agora dans tout ça? Alors, la vision d'Agora, aujourd'hui, c'est vraiment de créer une infrastructure qui est basée sur l'open source. On aime beaucoup l'open source chez Agora. On veut utiliser des outils open source. On veut que tout le cloud public qu'on va concevoir, on veut qu'il soit open source. On veut aussi aider et financer ces projets open source, parce qu'on est très utilisateur de projets open source. Il faut qu'on rende aux projets open source ce qu'ils nous apportent. Donc ce qu'on va faire, c'est aller prendre par exemple de la prestation de service à des petites entités qui fournissent de l'aide sur certains projets open source pour nous accompagner dans leur mise en déploiement. On va aussi aller open sourcer des composants que nous, on a créés sur la partie développement pour aller rendre à l'open source ce que l'open source nous rapporte. On veut vraiment avoir cette dimension libre. On veut s'éloigner des solutions éditeurs sur la partie cloud public, parce que sur la partie cloud public, tant qu'on a les fonctionnalités qui sont intéressantes pour les clients, le nom qui est en dessous est beaucoup moins intéressant. Mais sur la partie cloud privé, par contre, on veut pousser des offres comme VMware ou Nutanix et en faire des vraies offres qu'on maîtrise de bout en bout. Bah, du coup, on a fini avec les premières 30 minutes de la présentation. En plus, on était en temps. Et du coup, là, c'est le temps pour faire du quiz. Et après, bien sûr, vous pourrez poser toutes les questions que vous avez. Voilà. Du Donc on va faire le quiz sur Kahoot.
Je vais arrêter le partage et aller sur Kahoot et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est prendre votre téléphone, ce sera le plus simple pour jouer. Il faudra regarder le stream en même temps que vous faites le Kahoot. Donc, à gagner, c'est un Lego DeLorean que vous pouvez voir sur LinkedIn et qu'on vous enverra. Hop. Ok. Je vais de nouveau partager. On va attendre quelques minutes comme ça, tout le monde. Alors, ce que vous faites, ouais, c'est que vous prenez votre portable, votre téléphone, vous allez sur kahoot.it et vous rentrez le PIN qui est en haut, ou alors vous scannez le QR code, vous faites comme vous voulez. Vous mettez votre nom et ensuite, bah, Oui. il y aura une dizaine de questions. Donc, comment ça fonctionne Kahoot? Vous allez avoir les questions qui apparaissent à l'écran sur le stream, donc ce que je suis en train de vous montrer là. Et sur votre téléphone, vous n'aurez que les couleurs des réponses. Donc il faudra appuyer sur la couleur qui correspond à la couleur qui est à votre écran. La première question, ce sera une question juste pour que ceux qui n'ont jamais fait Kahoot, ils comprennent comment ça marche. Je compte sur vous pour que personne n'ait faux à cette question. On va attendre encore un peu. Oui, encore quelques minutes. Il y a 27 personnes. Et ensuite, on lancera. Des gens qui s'appellent K8S. 30 personnes. Allez, on commence dans une minute. « 34. Allez, en 30 secondes, on commence. Ce sera 10 questions. Il y aura des questions choix multiples où vous pouvez mettre plusieurs réponses. Ce sera écrit quand c'est des questions choix multiples. Donc, n'en mettez pas qu'une seule. Il n'est pas bien difficile, hein, donc, Qui a écouté le webinaire, il saurait répondre. voilà, ce sera que des questions sur le webinaire. Et c'est au temps et à la bonne réponse. Donc, vous gagnez des points si vous avez des bonnes réponses. Et plus vous êtes rapide sur la réponse, Oui. plus vous gagnez de points. On commence 10 secondes. 10 secondes. 10 secondes. Hop. Les gens qui quittent et qui reviennent. Ok, c'est parti. C'est parti, allez, bonne chance à tout le monde. Première question. C'est la question test, hein. Allez, 2 plus 2. Les réponses apparaissent à l'écran. La bonne couleur. 34 réponses, il en manque 2. Faut cliquer. Ok, personne n'a eu faux, c'est incroyable. Ah ouais, c'est bien. Et donc on a le scoreboard. Félicitations. Et là, on va voir qui c'est qui a répondu le plus vite. C'est Ah plus bah. permissif. Allez, on passe aux vraies questions. En quelle année Broadcom annonce vouloir racheter VMware? Ça va Ah vite. oui. C'est bien. Je crois que c'est 2021. 35, il en manque un. C'était 2022, effectivement. Personne n'a mis 2023. Ah si, il y a 4 personnes qui ont mis 2023. Ça, c'est l'année du rachat. Ah, Cyril, par contre, il faut que tu perdes. Je vous en supplie. Il veut absolument gagner. Ok, celle-là, il y a plusieurs réponses. Parmi les choix disponibles, quels sont les hyperviseurs mentionnés pendant ce webinaire? C'est lent, là. Allez, 18, 22. Exact. Il n'y avait pas VirtualBox, il n'y avait pas OpenNebula. Les premiers. Ah, Nicolas. Cyril, Il est Cyril... toujours dans. Ouais, mais il est quand même toujours deuxième, hein. Oui, il veut pas lâcher. Mais il a fait exprès de... Lui, vous gagnez Lego. Combien de niveaux d'automatisation sont donnés dans ce webinaire? 2, 3, 4 ou 5? Ah ouais.
Facile. Facile. Bon. Effectivement. Mais il faut dépasser là par contre. Quelle est la solution d'hyperviseur utilisée par Harvester? KubeVirt, Nutanix, Hyper-V ou Docker? C'est effectivement KubeVirt. Pas mal. Nicolas c'est qui reste devant et pas loin derrière Bruno, donc là ça joue autant. 6e question. Quelle est la philosophie adoptée chez Agora pour l'automatisation du déploiement? DevOps, NoOps, GitOps ou OpOps? 8, 30, 31. C'est GitOps, effectivement. Toujours premier Nicolas. Et derrière, il est pas loin, Bruno. Oui, même le Pareil. troisième, il est pas. Mais en fait, les 4 premiers, ils sont, Oui, ils ça sont va. juste à côté. C'est qui Sébastien S? C'est pas, j'espère que c'est pas. Moi aussi, j'espère. 7e question. Quelle est la technologie privilégiée pour le monitoring chez Agora? Zabbix, Prometheus, Icinga ou Splunk? C'est effectivement Prometheus. Nicolas? Il a fait quoi? Il a disparu? Aïe aïe aïe, erreur critique. Là aussi, plusieurs réponses. Pourquoi Agora porte son choix d'hyperviseur sur KubeVirt? Augmenter son degré d'automatisation, réduire les coûts de l'infrastructure d'hypervision. Kubernetes est plus simple que VMware pour faire comme tout le monde. 5. Il y en a qui hésitent. Allez. Il y a qui hésite. C'est vrai que c'est les deux premiers. Kubernetes est plus simple que VMware, j'ai envie de dire peut-être, mais ça fait pas la même chose. Donc on peut pas vraiment le dire. C'est des usages complètement différents et VMware quand même ça marche bien sur ce que ça fait. Ah bah ça change. Ah ouais. Nickel. Si c'est Sébastien Schmitt le deuxième, je sais pas si c'est lui. Ouais, peut-être. Avant-dernière question. Quelle est la technologie utilisée par KubeVirt pour hyperviser? Donc il y a quelque chose en dessous de KubeVirt. Qu'est-ce que c'est? KVM, Docker, LXC ou DWDM? C'est KVM. C'est pas vraiment Docker. Ce qui vraiment fait les VM sur les Linux, c'est KVM. Ah. J'espère que c'est pas Sébastien Schmitt. Hein. Multiselect, encore une fois, quelle est la vision d'Agora pour le futur de sa plateforme? Créer une plateforme basée sur l'open source, éliminer VMware de l'infrastructure, migrer toute l'infrastructure sur Kubernetes, participer au projet open source que nous utilisons. Allez, c'est la dernière question. Encore un petit peu. C'est effectivement créer une plateforme basée sur l'open source et participer au projet open source. C'est le moment de voir qui est gagnant. C'est qui sur les le troisième. Troisième. Bruno. C'était bien parce qu'il était toujours dans le top 3. C'est vrai. Et c'est qui? C'est Sébastien. Sébastien. Je sais pas qui c'est. C'est pas Sébastien Schmitt. C'est Sébastien Schmitt? Non. Bah, du coup, c'est Michael qui a gagné. Bah oui, c'est Michael qui a gagné. Du coup, c'est Michael qui a gagné. Oui, on va Parce pas. que les gens d'Agora, c'est des tricheurs. Ouais, Bon, bah, Michael, K. J'espère que tu as le même nom sur Teams, qu'on puisse oui, te on retrouver. va te contacter et pour envoyer Lego. Yes, t'as gagné un Lego DeLorean. Oui. Hop, j'arrête le caout, je repasse sur la présentation. Voilà, donc on avait le quiz. Du coup, maintenant, c'est le temps pour des questions. Si vous avez dans les chats. Est-ce qu'on a des questions dans le chat? On va essayer de répondre à tout le monde.
commence. Tu peux... C'est le temps qui est commencé. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant. Ouais. Mettre le dernier slide. Ah oui, je vais mettre les celles de contact aussi. Oui. Voilà, si vous voulez nous contacter. Ok, il y a des questions qui arrivent. Commencer par le début. Tu lis les questions ou... Oui. Ok. Oui, on a prévenu de vous envoyer les supports des présentations. Une question. Vous vendez Vous du vendez SaaS ça sous la forme de quoi? Des applications DevOps? euh, Je crois que Thierry a répondu. Ouais, voilà, Oui, ok. C'est du GitLab, du Harbor, de l'orchestration du K8s, du Nextcloud. C'est des services, c'est des applicatifs qu'on déploie sur nos infrastructures à nous pour rendre les services en question. Thierry, il a répondu sur ça aussi. Puis, il faut payer pour Vim Kasten. Alors, on n'a pas une excellente expérience avec Kasten. Du coup, non. Euh, Pas envie. C'est pas une solution qui nous intéresse tellement. Il y a plusieurs manières différentes de faire de la backup une fois qu'on hypervise dans du Kubernetes. On peut utiliser tout simplement les méthodes de backup qui sont fournies par la CSI. Si vous avez du stockage qui est déjà capable de backuper vos conteneurs, vous avez déjà du stockage qui est capable de backuper vos VM, ce qui est très intéressant. Quel niveau est déployée la couche Kubernetes? Désolé, il y a juste virtualisation VM, Linux et Windows. Oui, ça fait les deux. C'est du KVM en dessous, donc pas de problème. À quel niveau est déployée la couche Kubernetes? Et bah, elle est déployée juste au-dessus du métal. Vous prenez des nœuds bar métal et vous mettez un Kubernetes par-dessus. Donc c'est du Linux, puis du Kubernetes par-dessus. Red Hat propose un support sur ce type de produit ou un autre prestataire où vous n'avez que vos ressources internes pour le maintien. Actuellement, on n'a que les ressources internes. Red Hat, il y a possibilité d'avoir du support chez eux. Hein, sur tout ce qu'ils développent, il y a toujours moyen d'avoir du support. Mais à ce stade, on est quand même capable de faire du Kubernetes en interne plutôt bien. Donc, on n'a pas nécessairement besoin d'un support. Et puis, ça utilise des technologies qui sont quand même très connues aujourd'hui, comme KVM en dessous. Donc, on n'a pas de support sur cette partie-là à ce stade. Quid des performances par rapport à des vrais VM? À quelle taille de VM peut-on envisager? Eh ben, c'est des vrais VM, c'est des vrais VM, c'est pas des conteneurs ou quoi que ce soit, hein, c'est des VM identiques à celles que vous pouvez avoir sur un Proxmox ou un VMware. Donc, il n'y a pas de question particulière, les performances sont identiques à ce qu'on aurait sur un hyperviseur KVM ailleurs. Donc, K8s via KubeVirt est utilisé pour piloter du déploiement KVM ou remplacer VMware. Oui, c'est ça. Ça pilote le KVM qui est en dessous. Comment vous gérez l'agnosticité de conteneurs pour qu'ils soient compatibles au futur à OpenShift ou qu'ils soient euh, cloud natif? Alors, je comprends pas exactement la question. S'il y a moyen de préciser, je suis preneur. Puis des failles de sécu et d'éventuels bugs de nouveautés, bah ça c'est géré comme on le gérait chez du VMware. Hein. Alors VMware, ils ont leurs KB qui sortent, ils font beaucoup de communication. Là, c'est sûr que il faut gérer ça de la même manière qu'on gère les CVE sur un projet open source classique. Il faut se renseigner. Il faut être sur les canaux qui vont bien pour avoir les dernières nouveautés et savoir s'il y a une mise à jour de sécurité ou pas. C'est sûr que là, on n'a pas l'éditeur qui va venir nous voir pour nous dire il faut mettre à jour votre stack. Sauf si peut-être que si vous prenez du support chez Red Hat, peut-être que ça se fait, c'est une possibilité. Bonjour, je m'attendais à une démo pour voir concrètement le concept en action. Alors c'est vrai que ça pourrait être cool. Euh, Ça peut faire un peu beaucoup. Là, on est sur une présentation qui n'est pas trop technique. Peut-être qu'on aurait pu en faire une, effectivement. Mais globalement, c'est des fichiers que vous allez écrire, que vous allez donner à votre Kubernetes, et lui, il va aller créer ses VM. Et vous voyez un pod à la place de la VM, en fait. Après, pour toutes les informations que vous avez en plus, vous pourrez nous contacter et on pourrait faire avec plaisir un Complètement. rendez-vous. Alors pour le potentiel de KubeVirt vs VMware, sur la partie hypervision, globalement, ça fait des VM, donc on n'a pas de différence particulière. Et donc puis après, Sébastien qui a gagné. Pouvez-vous rappeler la solution de supervision utilisée? Donc nous, on utilise surtout du Prometheus et on fait de l'agrégation de plusieurs Prometheus qui tournent un peu partout.
avec du Mimir, qui est un espèce de Prometheus 2.0 qui est capable d'agréger plusieurs milliards de lignes de métrique. Et on fait l'alerting là-dessus. Donc on a de l'alerting qui tourne en permanence sur les métriques qu'on reçoit, de façon à lever des alertes à l'astreinte. Question, les nodes K-Vitesse tournent alors sur des machines physiques? Complètement. En soi, on peut les faire tourner sur des VM, hein, si on veut. Nous, on a commencé nos tests sur des VM qui tournaient sur de VMware, et ensuite, on a mis par-dessus du Kubevirt pour de nouveau faire des VM KVM à l'intérieur. Bon, ça marche, hein, mais c'est pas le cas d'utilisation, mais le but, oui, c'est d'avoir des vrais clusters bar métal qui sont utilisés, et en gros, le nœud K-Vitesse classique, c'est l'équivalent dans VMware d'un nœud SX. Quel est le niveau de compatibilité entre KVM et VMware? Y a-t-il une régression fonctionnelle connue? Alors, c'est pas les mêmes hyperviseurs, donc évidemment, c'est pas complètement compatible. KubeVirt, ils ont des outils qui permettent d'importer les formats d'images qui viennent de VMware pour réimporter ça dans du KubeVirt. Ce qui fait que je peux importer mes VM qui viennent de mon VMware et complètement les mettre dans du KubeVirt. Il faudra par contre que je recrée les VM dans mon KubeVirt avec l'écriture des fichiers qui vont bien pour retranscrire le réseau, retranscrire le stockage, retranscrire le nombre de disques, le nombre de CPU, la quantité de RAM, etc. C'est pas complètement automatique cette partie-là. Mais pour ce qui est de prendre les données de VMware et les envoyer sur du KubeVirt, c'est possible. Vous utilisez un système pour gérer le GitOps type FluxCD ou Argo CD. C'est du Argo CD. On utilise du Argo CD. On a des clusters Argo CD qui permettent de contrôler toute notre infrastructure aujourd'hui et plusieurs Git qui permettent d'aller administrer donc nos ressources en GitOps. Est-ce que votre solution coûte cher? Alors, si c'est vôtre au sens celle qu'on a présentée, c'est open source et gratuit. Si c'est vôtre au sens est-ce que nous on vend du KubeVirt? On ne vend pas de KubeVirt. On est en train de mettre ça en place pour remplacer VMware sur la partie cloud publique, mais on ne vend pas de service pour aider les clients par exemple à remettre en place. Y a-t-il d'autres offres que Kubernetes et VMware pour faire de la virtualisation? Bah, ça, c'est ce qu'on a vu dans les diapos, hein. Il y a plein d'hyperviseurs qui existent. Nous, on a choisi donc KubeVirt pour les raisons qui sont énoncées dans la présentation. Cette solution permet-elle de réaliser des mouvements de VM à chaud? Alors, la vraie question, c'est est-ce que KVM supporte de faire des mouvements à chaud, parce que c'est lui qui va réellement les faire. KVM supporte le fait de faire ce qui s'appelle des live migration, qui est l'équivalent du vMotion sur VMware, et donc naturellement, KubeVirt le supporte aussi. Vous pouvez définir des réseaux dédiés à faire les transits des VM pour éviter d'envoyer trop de trafic sur votre réseau qui fait peut-être l'internet aussi. Vous retrouvez toutes les mêmes fonctionnalités que sous VMware. Alors évidemment non, c'est pas la solution VMware, donc ce ne sera pas la même chose. Mais pour peu que la fonctionnalité que vous cherchez, elle est disponible dans du Kubernetes, elle sera aussi disponible dans du KubeVirt. Je prends le cas de la backup. Il y a de la backup de VM qui est possible dans du VMware. Si je suis capable de backup des conteneurs aujourd'hui sur du Kubernetes, je suis aussi capable de backup mes VM. Donc en fait, tout ce qui est bien en Kubernetes est réimporté dans l'hyperviseur. Ça, c'est vraiment pratique. Des ressources à nous conseiller pour monter un lab. La documentation KubeVirt. La documentation KubeVirt est très bien faite. Donc, à mon sens, elle est largement suffisante. Elle est bien détaillée. Il y a des petits tutoriels qui viennent avec sur la documentation KubeVirt. Il y a pas mal de labs qui existent, KubeVirt, qu'ils ont fait. Il y a des tutoriaux YouTube, si vous voulez. Nous, la façon dont on a commencé, c'est qu'on a fait du KubeVirt sur de la VM. Donc on n'a pas déployé des nœuds Kubernetes bare metal et on a monté KubeVirt dessus. On a commencé à faire des clusters Kubernetes KubeVirt sur de la VM. Parce que c'est beaucoup plus simple de casser et de refaire. Du coup, on a ici un peu répondu à toutes vos questions. Si vous avez, va laisser encore quelques minutes si vous avez des autres questions. Mhm. Aussi, entre des commentaires, j'ai vu qu'il y a un commentaire qui ils ont dit qu'on a trop bougé. Du coup, désolé, on est trop sportif, on ne peut pas être trop statique. Du coup, on vous laisse encore quelques minutes pour si vous avez des autres questions. Merci à toi, Raphaël. Oui, tous les constructeurs sont compatibles. Pour peu qu'on puisse installer un Linux dessus, il n'y a pas de problème. Alors
C'est du AMD 64 qu'il faut en dessous. C'est du x86 classique. Mais au-delà de ça, je crois pas qu'il y ait de contraintes particulières. S'il y a des contraintes, c'est celles qui viennent de KVM, hein, ni plus ni moins. Mais pour peu que le CPU permette de faire de la virtualisation dessus, et que c'est du x86, on est OK. Donc après, on installe juste un Linux, hein, et Kubernetes et KubeVirt. Quelle distribution KVTest utilisez-vous sur les nœuds physiques? Alors, on fait pas mal de tests différents actuellement. On teste du Vanilla, on teste du K3S, on teste du K0S. On n'est pas encore défini complètement sur la distro KVTest qu'on veut à la fin. Merci beaucoup. Bah, je pense qu'on est bon. En tout cas, on va vous envoyer bah, la présentation et Michael, on va contacter pour envoyer Lego. Et aussi, si vous avez des autres questions, vous pouvez nous envoyer, vous pouvez nous contacter ici, dans les slides, sur notre mail. Et aussi, ça c'est c'est le premier webinaire, du coup, il va y avoir des autres. Suivez-nous et vous pourrez vous abonner, pourquoi pas, sur notre page LinkedIn aussi, où on a pas mal commencé pas mal de faire des informations, du coup, vous pouvez nous suivre aussi. Bah, merci beaucoup tout le monde et passez une bonne journée. Attends, il y a une question. Est-ce que vous pensez à la techno? Oui, il y a une question dernière. Est-ce que... Dernière question. Ouais, Pour moi, oui. C'est fiable pour de la prod. À tester sur le long terme, mais c'est utilisé par Red Hat OpenShift. Donc, clairement, c'est une solution utilisée par un gros comme Red Hat. Moi, j'ai pas peur. C'est prêt pour de la prod. du Merci coup, à voilà. tous. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.